Allez, bonjour à tous. L'équipe de Prospect aujourd'hui pour vous parler de Claude Puel, notre entraîneur qui divise particulièrement le peuple vert depuis quelques mois. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire un point et un état des lieux de ce qu'il en est et surtout essayer de trouver la philosophie, les axes de travail de Claude Puel au sein de notre club en ayant un comparatif de ce qu'il a pu faire dans le passé. Bonjour à tous, c'est Eric de l'équipe Crane Prospect. Comme l'a dit Sylvain, on va essayer de parler de l'histoire de Puel, de ses différentes expériences, pour vraiment comprendre ce qu'il essaye de mettre en place et ce qu'il a essayé de mettre en place avant. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse une petite contextualisation de la SS avant son arrivée pour comprendre un peu peut-être certains de ses comportements. Donc, je vais remonter jusqu'à 2011. Donc, 2011, il faut savoir que les finances de l'ASS ne sont pas au top du tout. Et c'est l'instauration du fameux salary cap. Je pense que tu connais un petit peu le salary cap, tu en as entendu parler. Ah bah oui, ça a duré plusieurs années, jusqu'à Gasset. Exactement jusqu'à Gasset. Donc, le salary cap était de la façon suivante. Les joueurs avaient un salaire qui représentait 60% de leur salaire, c'était une part fixe qui pouvait monter jusqu'à 90 000 mensuels. Et venait se rajouter 40% qui n'était pas fixe, qui était sous forme de prime, qui était lié aux résultats collectifs et individuels. Donc ça a permis de rééquilibrer le club et ça a duré jusqu'à que Gasset reprenne le club en janvier 2018. Donc juste avant de commencer, on va faire un état des lieux des finances. Donc j'ai repris les rapports de DNCG à partir de 2015-2016 et je les ai un petit peu épluchés jusqu'à 2018-2019. Donc en 2015-2016, il faut savoir que les produits représentaient 66 912 000 euros. En parallèle, on avait des charges qui s'élevaient à 77 360 000 euros. Donc, on avait une balance qui était déficitaire d'environ 10 500 euros. Pour compenser cette balance, à la fin de l'année 2016, il y a eu le transfert de Gradel à Bournemouth, ça a rapporté environ 9 à 10 millions, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on a eu Ouais, c'est aussi ça. le départ de Herding, qui nous a coûté 3-4 millions. Donc voilà, de quoi compenser finalement le déficit et donc d'avoir des finances qui étaient saines et positives. En 2016-2017, donc avec un bon parcours en Ligue Europa, les produits que l'équipe a touchés, c'est 77 192 et les charges que nous ont coûté la saison, c'est 77 462. Donc on a finalement perdu 270 000 euros en balance produit-charge cette année-là. Donc c'est très honorable. Il y a eu quelques transferts qui ont permis de compenser ça, des transferts peu onéreux. Donc voilà, Ah, ça a été assez facilement absorbé. Ensuite, en 2017-2018, produit 63 436 000, charge 77 562 000. Donc là, on constate que le parcours en Ligue Europa 2016-2017 nous a rapporté des droits TV qui ont permis de compenser quelque peu ça. Par contre, c'était moins le cas en 2017-2018. Donc, il y avait une balance négative de 14 126 000. Donc, pour compenser ça, on a eu des départs. On a eu le départ de Malcuit, qui est parti pour Lille, environ 9 à 10 millions. Et après, il y a eu des petits départs comme celui de Moped, de Roux, de Lemoine, voilà, qui nous ont emporté 1-2 millions par-ci, par-là pour faire la balance de transfert. Enfin, je finis en 2018-2019. Arrivé donc de Gasset janvier 2018. Donc en produit, on a obtenu 74 374 000 et en charge 88 896 000. Donc on constate qu'il y a eu quand même plus de 10 millions de charges qui a été augmentée. Donc on a une balance à quasiment 15 millions de déficit. Donc pour compenser ça, départ de Selma S en Chine, départ de Yanko à Porto et départ de Pierre Gabriel qui était parti pour Monaco. Le constat qu'on peut faire, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est quoi qu'il arrive, on est obligé de vendre pour compenser. ouais, bah là, système budgétaire à la SSE qui fait que chaque année on est en déficit et on doit vendre. Donc, si on est obligé de vendre, ça veut dire qu'il faut avoir chaque saison des joueurs qui sont bankable, qui nous permettent de compenser ces manques, parce que on est toujours entre 10 et 15 millions, donc c'est pas négligeable non plus, c'est pas vendre un mec à 3-4 millions. C'est ça. Ensuite, deuxième constat que je voulais faire,
Ça concerne surtout tout ce qui s'agit de dettes dans les rapports de DNCG. C'est ce qui va comprendre les paiements échelonnés de certains transferts. Donc en 2016, on a des dettes qui s'élèvent à 17 millions. En 2017, on a des dettes qui s'élèvent à 13,5 millions. En 2018, on a des dettes qui s'élèvent à 29 millions. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un premier prêt qui a été fait suite à l'intronisation de Gasset. Donc à ce moment-là, évidemment, il fallait payer les salaires de Subotic, il fallait payer les salaires de Debuchy, de M'Vila. Voilà. Et en 2019, on a une dette de 43 millions. Donc un deuxième constat, c'est qu'il y a des dettes à combler. Il faudra rembourser ces prêts à un moment donné. À mon souvenir, Romain Molina, je ne sais pas si tu connais le journaliste Romain Molina qui parle. Ah si, justement, on se base... Enfin, moi, je sais que beaucoup de mes recherches se basent aussi sur ce qu'il dit parce qu'il est très très bien informé. Il est très bien informé. Il parlait même de 2 prêts auprès de l'ASS, donc des prêts qui sont remboursables sur plusieurs années, apparemment à des taux qui sont plutôt intéressants. Si on doit comparer à d'autres clubs de Ligue 1, il disait que Saint-Etienne s'était assez bien débrouillé au niveau des modalités, contrairement à Lille, par exemple, qui avait des intérêts forts. Donc voilà, il y a ce deuxième problème au niveau de nos finances. Ensuite, troisième constat que je voulais faire, ça concerne la masse salariale. Rapidement, 2015-2016, 48 millions, 2016-2017, 47 millions, 2017-2018, 46 millions, 2018-2019, 53,5 millions. Donc, lors de l'arrivée de Gasset, on a quasiment pris 8 millions de masse salariale pour la saison. Donc, c'est une masse salariale qui a totalement explosé. On est d'accord. Surtout que il faut préciser que quand Gasset est arrivé, il avait un effectif qui était très peu fourni. Et une très belle saison. Gasset précise tout au long de la saison que ça va être compliqué parce que si un du 11 se pète, il n'y a personne derrière pour le remplacer. Ensuite, vient se cumuler à tout, c'est l'arrivée du Covid. Voilà. Tout le monde sait on n'a pas terminé la saison dernière. Au niveau des recettes de match, j'ai fait une moyenne. Donc les recettes de match, ça vient s'inscrire dans tout ce qui est produit. D'accord? Donc dans la charge produit, ce qui rapporte de l'argent au club. Dans les recettes de match, on a une moyenne qui est d'environ 7 millions. Sur ces 7 millions, il faut savoir que la saison dernière, l'ASS a 5 matchs sur 19 à domicile qui n'ont pas été joués. Donc, ça veut dire que la SS n'a pas touché les recettes de match, de billetterie, sur 5 matchs sur 19. Donc, si on déduit 25% des 7 millions habituels, ça nous fait tomber à 5 250 000, ce qui engendre déjà une perte de 1 750 000. Ensuite, au niveau des produits dérivés, que ce soit la vente de maillots, la vente de différentes choses qui est à la boutique du club, forcément, s'il y a 5 matchs en moins qui se jouent, c'est évident qu'il y a des moments, il y a moins de maillots qui se vendent, il y a moins de t-shirts, il y a moins de pulls, etc. Donc on va faire pareil, on va faire un ratio, il manque 5 matchs, la moyenne est de 7 millions également. Voilà, on va peut-être être un peu moins mathématique sur la chose, je pense. Donc au lieu de mettre 1 750 000, j'ai choisi de mettre 1,5 million. Avec la perte de l'année dernière, on a déjà perdu 3 250 000. Viennent se cumuler à tout ça les droits TV, qui est la majorité d'ailleurs des recettes. Donc l'année dernière, il est évalué, selon l'équipe, une perte des droits TV de 9,5 millions. Donc si on cumule le tout, l'année dernière, en n'ayant pas terminé la saison, la SS a déjà perdu en moyenne environ 13 millions d'euros. Donc l'état des finances aujourd'hui, il est vraiment difficile. Il faut en être conscient. On a commencé à compenser tout ça avec des ventes. Celle de Saliba, 25 millions. Celle de Cabella, 12 millions. Celle de Fofana, 40. Celle d'Honora, 5 millions. Celle de Maktar Gay, 1,5 million. Celle de Wagner, 3 millions. Sur les ventes que je vous ai exposées, on a déjà récupéré 87 millions. À la suite de ça, on peut rajouter les ventes qui ont été des ventes qui nous ont permis d'alléger quelque peu notre masse salariale. On peut parler de M'Vila, qui était payé environ 3 millions à l'année, de Aoulou, qui touchait 100 000 par mois, donc ça fait au moins brut, donc ça fait au moins 1,5 million par an, de Cabaye, qui ne devait pas être loin des mêmes standings. Donc voilà, ça fait quand même un allègement de la masse salariale et c'est le début du travail de Puel. Maintenant, saison 2020-2021, celle qu'on a commencée. Droit TV, Media Pro. Actuellement, on parle d'une banqueroute qui paraît inéluctable. Je crois qu'on a tous les mêmes infos. Ils payent plus, ils n'ont pas payé leur modalité
en octobre, ils n'arrivent pas à payer celle de décembre non plus, la chaîne risque de fermer. Les clubs vont être forcément impactés par ça. Deuxième problème, on a un problème avec notre sponsor principal, le Coq Sportif, qui est aussi en difficulté et qui paye plus ses mensualités. Et évidemment, le dernier point sur la saison 2020-2021, c'est qu'on aura fait déjà la moitié de saison sans public, sans recette billetterie, avec une vente de produits dérivés qui est faible. Les gens ne vont pas au stade, donc les gens vont moins à la boutique officielle. C'est obligé. Et je suis pas sûr que le site officiel arrive à compenser forcément toutes les ventes. Donc maintenant, si on doit faire un état des lieux du projet Puel, c'est de baisser les charges. C'est en deuxième temps de compenser les manques à gagner en effectuant des transferts, trouver des bons coups mercato, Masson, Neyou, et enfin incorporer des jeunes qui sont pas chers sur le plan salarial et qui potentiellement, il peut les développer pour qu'ils prennent de la valeur marchande. Voilà, il travaille avec Gourdin, il travaille avec Abi, il travaille avec Moefek, par exemple, il y en a d'autres, avec Rivera. C'est des joueurs qui pourront avoir une valeur marchande plus tard et qui pourront être bankable pour pouvoir éventuellement voir venir sur l'aspect financier. Il faut préciser aussi que tous les clubs s'améliorent en scouting et dans la partie d'après, quand je parlerai un peu des recrutements de Puel, ce qu'il a été capable de faire il y a 10-15 ans, à savoir recruter des joueurs que personne n'avait vus, ça devient de plus en plus compliqué parce que tous les clubs savent qu'ils doivent s'améliorer en scouting, ils savent qu'ils doivent trouver la perle rare. Les bons joueurs des divisions inférieures vont devenir de plus en plus chers, ils vont être scoutés par de plus en plus de clubs et ça va devenir difficile de trouver les bons coups, comme Neyou ou Masson. Exact. Après, il faut faire confiance. Je crois que tu vas commencer à nous parler des comparatifs des différents moments de la carrière de Puel pour comparer par rapport à la SS. Et je crois qu'il est assez à l'aise dans ce genre de domaine. Ouais, c'est ça. Bah, alors pour parler de Puel, en tant que joueur, il a fait toute sa carrière à Monaco, hein. Il jouait 6 dans son interview sur SSE TV. C'est que c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur la remise en question, qui demande à ses joueurs de réfléchir, et c'est ce que lui a été capable de faire en tant que joueur. Donc il était décrit comme un joueur aux capacités physiques hors normes et des qualités techniques moyennes. Il a su évoluer dans ce domaine de jeu et dans son rôle sur le terrain pour devenir un joueur plus technique. En tant qu'entraîneur, il a commencé à Monaco. Il a été champion en 2000 avec l'équipe la plus jeune de l'histoire. Enfin, l'équipe championne la plus jeune de l'histoire de Ligue 1. Il avait une équipe très talentueuse. Malgré tout, dès ses débuts en tant qu'entraîneur, il a réussi à s'attirer les foudres des cadres. À Monaco, faut savoir que c'est Barthez avec qui il a eu quelques petites altercations et qui ont provoqué le départ de plusieurs cadres à l'été 2000, Trezeguet, Barthez, Sagnol et Lamouchi entre autres. Et derrière, en 2000, il a recruté plein de jeunes, enfin Monaco a recruté plein de jeunes à fort potentiel, ce qu'ils font depuis toujours, hein. Euh, et derrière, ces jeunes-là n'avaient pas le niveau. Puel finit 11e de Ligue 1 et son contrat n'est pas prolongé. Euh, Ensuite, il arrive à Lille à l'été 2002. Là, Donc ça va là, commencer à nous intéresser, le projet lillois, le projet niçois. C'est vrai que les gens en parlent régulièrement, mais explique-nous un peu, parce que quel comparatif on peut faire vraiment? alors, le premier constat qu'on peut faire, premier comparatif qu'on peut faire à Lille quand il arrive, il faut construire le club. Il arrive dans un club qui a le plus petit budget de Ligue 1. Donc le but pour lui, c'est de construire rapidement un effectif capable de se maintenir. Et résultat, cette saison-là, il recrute Eric Abidal pour seulement 300 000 euros. Donc c'est des recrues assez malines et en même temps des joueurs techniques comme il apprécie. Euh, et il va aussi s'appuyer sur la formation. Il va faire débuter cette année-là Matt Moussilou et Jean de Macoun. Et il va finir 14e de Ligue 1. Et là, il va continuer son recrutement comme il le fait depuis toujours. Et comme il va le faire à Saint-Étienne, parce que c'est vraiment. On peut vraiment comparer les deux clubs, les deux situations. Ces deux clubs qui ont très peu de moyens financiers, mais qui doivent malgré tout sortir la tête de l'eau et trouver des bons joueurs pour remonter le niveau général de l'effectif. Donc à l'été 2003, il va recruter Dante, il va recruter Bodmer, il va faire débuter Mathieu Debuchy,
il précise son style de recrutement. Ça va être comme à Monaco, des jeunes à fort potentiel, mais cette fois, il fait attention à qui il recrute. Et surtout, il les recrute pour beaucoup moins cher que ce qu'a pu faire Monaco. Il prend moins de risques. Et puis, Euh, on parle de joueurs qui sont intelligents, qui ont un QI foot élevé. Mathieu Bodmer, moi je suis un grand fan de Mathieu Bodmer. On peut remettre en cause ses qualités physiques, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan technique, sur le plan intelligence de jeu, c'est un phénomène. C'est un phénomène, Mathieu Bodmer. Ah mais clairement, clairement, c'est comme, bon, voilà, en 2003, il recrute Dante. Il se trouve qu'à Lille, il réussit pas. Mais quand on sait maintenant la carrière de Dante, on se C'était dit un que, bon joueur. voilà, ouais, C'est un voilà, super joueur. c'est un super joueur et le recrutement est pas fait au hasard. C'est C'est sûr. pas, il lance Debuchy à 18 ans en Ligue 1. Debuchy, on l'a encore à Sainté. Il sait ce qu'il vaut. Tout à fait. Le recrutement de l'année d'après, c'est un peu différent. Il se tourne vers l'extérieur. Il recrute Benoît Angbois, qui vient de l'Uruguay. euh, Totalement inconnu des radars en France. Et il se trouve que ça va devenir un très très bon joueur. C'est une très grosse réussite, un très bon pari. Il va recruter aussi un défenseur qui s'appellera Vitakic, qui a 27 ans et qui va devenir un pilier en défense centrale. Donc là, c'est assez intéressant. À l'été 2004, le recrutement se tourne plus vers l'étranger et plus vers des joueurs confirmés. Il recrute également Tony Silva qui a 29 ans. Donc je pense qu'il comprend, malgré le recrutement de beaucoup de jeunes, il faut aussi se baser sur certains joueurs confirmés, mais qui sont quand même, enfin qui participent quand même à son style de jeu. Bon, ensuite 2005, c'est toujours pareil, c'est des jeunes, c'est à fort potentiel. Si mes souvenirs sont bons, Lichtsteiner, non, à cette période-là? Si, c'est ça, en 2005, Lichtsteiner, 650 000, donc voilà, c'est vraiment peu cher. Et enfin, je tiens à préciser pour tous les suiveurs de la SSE, un joueur à pas cher, ça veut pas forcément dire un mauvais joueur. Lichtsteiner, c'est pareil, quand on connaît sa carrière, c'est très, très respectable. Il recrute Bastos pour 3 millions, il lance Adil Rami, il va chercher Mavouba. En 6 ans, à Lille, Puel va jouer 2 fois la Ligue des Champions. Il va battre le Milan AC sur un aller-retour. Il fait un huitième de finale. C'est quand même assez respectable quand on sait qu'il est arrivé avec le plus petit budget de Ligue 1. Et en 6 ans, il a construit quelque chose d'énorme à Lille. Après, on peut comparer Nice. Nice, il est arrivé là-bas en 2012. En 2012, il finit quatrième de Ligue 1, que ce soit à Lille ou à Nice. Dans les deux clubs, il a eu un moment qui est pas sans rappeler celui qu'on vient de passer. Il a eu un moment où il y a eu une série de 7 défaites consécutives dans les deux clubs. Et résultat, à Nice, sur plusieurs années, il va recruter Seri, Mendy, Codziello, Plea, Ben Arfa. Et la consécration, c'est la saison 2015-2016, où pareil, il finit quatrième de Ligue 1, parce qu'elle a été impressionnante offensivement, et parce que je pense que Puel, au bout de 4 ans, a enfin réussi à construire ce qu'il voulait construire au club et ce qu'il avait construit à Lille. Le constat qu'on peut faire sur les deux clubs, c'est que voilà, il est arrivé dans des clubs qui avaient très peu de moyens, qu'il a fallu reconstruire, où il avait tous les pleins pouvoirs. Donc voilà, Claude Puel, c'est un manager. Il faut qu'il ait le droit, enfin il faut qu'il ait le droit de tout contrôler. Il ramène son staff, il fait ses propres recrutements. À Lille et à Nice, ça a très très bien fonctionné. Maintenant, je vais aller sur les côtés de sa carrière qui sont un peu plus négatifs. Son parcours à Lyon. Bah écoute, on n'y en voudra pas pour son parcours à Lyon, vraiment pas. Ah oui, non, au contraire, on peut même le remercier parce qu'il arrive après Alain Perrin en 2008. Pour la première saison, il finit troisième de Ligue 1. Et là, Aulas lui laisse les clés du recrutement, mais c'est tout. Et en fait, il change totalement de technique de recrutement. À Lyon, il recrute quasiment que des joueurs confirmés. Il recrute des Lisandro Lopez, Alice Sissoko, Bastos qui vient de Lille. Il recrute Gomis. Il dépense 72 millions sur le mercato de 2009. Résultat, il fait le plus mauvais début de championnat
depuis 15 ans pour le club. Malgré tout, il réussit à faire une demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, quand Puel recrute, on peut faire ce constat-là quand Puel recrute des joueurs confirmés, des joueurs qui savent ce qu'ils valent, des joueurs Qui sont dans un qui... certain confort. C'est ça. Et bah au final, il n'y arrive pas. Enfin, il n'y arrive pas. Sa Il... méthode prend moins. sa méthode prend moins. On peut noter aussi la fin de carrière de Juninho, qui arrivait sous Puel, où Puel a un peu anticipé sa retraite. Donc là, encore une fois, il se heurte à des cadres. Il essaye d'imposer sa méthode un peu, enfin, d'une façon un peu dure, et ça fonctionne pas. Au final, en trois saisons, Puel dépense 160 millions. Euh, il ne gagne pas un titre. Et par la presse et par ses anciens joueurs, il est souvent décrit comme un entraîneur défensif, qui met un peu trop l'accent physique sur les séances d'entraînement. On peut aussi parler de son parcours en Angleterre. Donc il a entraîné à Southampton d'abord. Dès qu'il a quitté Nice, il a retrouvé un poste à Southampton, qui est un club qui se vante de recruter Puel pour faire grandir les structures du club. Donc là, on est encore dans un autre système. Le but, c'est pas de reconstruire le club, c'est de l'améliorer. Donc Southampton, le recrutement n'est pas celui de Puel. À ce moment-là, il n'est pas manager général. C'est ça, il est juste Il est entraîneur. entraîneur, Et, ouais. et ça recrute Gabbiadini, Redmond, Pierre-Emile Hochberg, Martin Caceres. Donc sur le papier, ce sont des très beaux recrutements, mais c'est pas la méthode de Puel. Au final, sur la saison, il va emmener l'équipe en finale de League Cup. Il va emmener l'équipe à une huitième place. Malheureusement, le jeu prôné par Puel n'est pas accepté, n'est pas suffisant pour les dirigeants et les supporters. Donc, il va se faire limoger en fin de saison, après une série de 6 matchs à domicile sans but marqué et sans victoire. Il va ensuite aller à Leicester en octobre 2017, à la suite de Craig Shakespeare. Et là, faut savoir que du coup, le mercato d'été n'est pas le sien. Il va récupérer une équipe qui est en position relégable au moment où il arrive. Il l'emmène à la neuvième place de Première Ligue et il fait un quart de finale pour chaque coupe nationale. Mais, encore une fois, Claude Puel s'embrouille avec les cadres. Il a une rupture totale avec Jamie Vardy, qui l'accuse de prôner un jeu trop défensif et qui n'accepte pas non plus que Claude Puel puisse le mettre sur le banc. Il parle aussi des problèmes d'intensité lors des entraînements. Vardy évoque le fait que il n'y ait pas assez d'intensité dans les entraînements. Sur sa période anglaise, on peut dresser le bilan. Les recrutements n'étaient globalement pas les siens. C'est aussi des recrutements qui ont coûté très cher, comme à Lyon. Le constat final de tout ça, c'est que Puel est très à l'aise quand il arrive dans un club qui n'a que très peu de moyens. Il recrute des joueurs généralement inconnus, des joueurs qui ont la tête sur les épaules. Euh, pour lui, c'est une valeur sûre. Les joueurs qui viennent de National, qui viennent des championnats amateurs, sont des joueurs qui savent très bien d'où ils viennent, qui vont écouter leur entraîneur, qui vont être reconnaissants envers leur entraîneur. Et généralement, ces joueurs-là, ça matche bien avec Claude Puel. Il se trouve que quand il a essayé de recruter des joueurs qui étaient déjà connus, qui avaient déjà prouvé leur niveau, c'était plus difficile pour lui de faire passer son message. Globalement, dans tous ces clubs, Puel a été très fan du fait de ramener des anciens joueurs dans son équipe. Mais il a surtout été toujours en difficulté au niveau relationnel avec en général les plus anciens de ces clubs. De toute façon, il y a une statistique intéressante, c'est que 80% de ces recrues ont moins de 25 ans. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que Puel déjà aime les joueurs qu'il peut façonner. Puel adore les joueurs qui ne sont pas encore finis, que ce soit mentalement ou que ce soit dans le style de jeu, dans les qualités techniques. Donc, si je reprends un peu ce que tu m'as dit, en fait, voilà, le projet qui s'apparente le plus à la SS, c'est comme tu l'as dit, celui de Lille et éventuellement celui de Nice, des projets dans lesquels finalement il a mis du temps à être performant, même s'il a fait une très bonne première saison à Nice.
Il a mis du temps à être performant, mais il est devenu performant. Il est évident que dans les clubs où il est passé, il a eu quand même pas mal de conflits, notamment avec des cadres. Je pense qu'il a des méthodes qui sont quelquefois mal vues par des joueurs qui sont un peu installés, qui sont confirmés et qui considèrent qu'ils ont peut-être pas forcément la volonté de prouver tous les jours à 100% qu'ils ont leur place. Et je crois que c'est quelque chose qui déplaît fortement à Puel, cet aspect-là. Lui, il veut des mecs qui sont à 100% tout le temps. Et il veut des mecs qui performent même au moindre jeu à l'entraînement. Et d'ailleurs, c'était sa mentalité à lui en tant que joueur. Ouais, ouais, bah en fait c'est exactement ce que tu dis. Quand on regarde les différentes interviews, que ce soit Mavouba, que ce soit Boteak, ils tous décrivent un entraîneur qui est hyper exigeant. C'est un entraîneur qui, bah, comme tu l'as dit, demande aux joueurs de se battre à 100% à chaque entraînement pour prouver qu'ils ont leur place. C'est un entraîneur qui est capable de tout remettre en cause. Tu vois, quand il est arrivé à Lyon, il a dit qu'il fallait tout reconstruire, alors que pas du tout. Il fallait pas tout reconstruire, il fallait reconstruire quelque chose comme dans tous les clubs. Mais lui, dans sa vision des choses, à chaque fois qu'il arrive, si ça correspond pas à ce qu'il veut, il faut tout reconstruire. C'est ça. Et puis après, il y a quand même une deuxième option qu'il faut quand même pas négliger. Quand on voit la contextualisation du club et l'aspect financier, il y a un gros travail à faire pour retrouver une certaine sérénité, retrouver une balance pas forcément positive, mais en tout cas moins négative qu'elle l'est actuellement. Et ben, c'est que Claude Puel, il peut pas être limogé au jour d'aujourd'hui. Voilà, on peut pas prétendre s'asseoir sur 2 ans de salaire de Claude Puel et de lui payer ses indemnités et qu'il parte. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une option, c'est faire confiance à Puel, c'est être derrière lui, c'est croire en son projet. Je suis convaincu que le mercato hivernal va venir rajouter des touches parce qu'il est nécessaire, vu les prestations des joueurs, il est nécessaire d'avoir au moins 2 ou 3 joueurs supplémentaires pour pouvoir amener une certaine sérénité, amener un peu de qualité aussi. Et puis de toute façon, cette saison, on finira pas européen. Celui qui croyait ça au début de saison, malheureusement, c'est un concours de circonstances très 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 favorable. Il est nécessaire de faire bloc, il est nécessaire d'y croire, il est nécessaire de soutenir notre équipe et de croire en l'avenir parce que de toute façon, on n'a pas d'autres possibilités. Bien sûr que les suites peuvent être négatives, mais on n'a pas d'autre option. Aujourd'hui, mis à part si Puel fait le choix de partir tout seul, chose que j'avoue, ça me décevrait beaucoup, mais je n'y crois pas une seconde. Ah bah moi non plus, enfin, comme on l'a dit, voilà, il y a deux projets qu'on peut vraiment comparer, c'est Lille et Nice, et il a réussi, tout simplement. Il a reconstruit deux très grands clubs. La preuve, c'est que quand Puel part de Nice, Favre arrive. Donc si Favre arrive, c'est qu'il sait que déjà il y a un effectif de qualité, il sait qu'il y a quelque chose à construire, et au final, il termine troisième en 2017. À Lille, c'est pareil, il construit ce qui amènera Rudy Garcia à devenir champion de Ligue 1 2 ans plus tard. C'est un bâtisseur. Je peux même aller plus loin, voilà, je vais me mouiller. Il va sûrement réussir à construire quelque chose à Saint-Étienne. Et dans 3, 4, peut-être 5 ans, il va falloir passer à autre chose et voir peut-être encore plus grand. Parce que lui, son truc, c'est pas de gagner des titres, c'est pas d'emmener en finale de Ligue des Champions, même s'il a fait une demi-finale avec Lyon. Son truc, c'est de rebâtir un effectif, enfin un club qui est cassé, de refaire des fondations. Et après, derrière, il nous faut quelque chose d'autre qui nous permet de voir encore plus haut. Exactement. Bon, je te remercie pour cette émission, encore une fois, Ah bah très merci à toi. sympathique d'échange. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces petits podcasts qui sont bien sympathiques à Ouais, produire. ouais, ouais. J'apprécie, j'espère que toi aussi t'apprécies et que les Carrément. auditeurs apprécient aussi. Carrément. Bon, je te souhaite une bonne journée et une bonne journée à Merci, tous nos auditeurs. Salut! salut!